bon dimanche de Pâques. Bienvenue à nouveau à cette autre édition de Face à l'actu. Nous sommes évidemment dimanche le 4 avril 2021. Une édition qui va largement faire la place à deux sujets majeurs qui ont marqué cette semaine. Deux sujets singuliers. D'abord, la disparition de son éminence, le cardinal Christian Toumi, dont le décès a été annoncé samedi par l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Keda. Christian Toumi s'en est donc allé. On va ce soir, avec l'invité, en dire un mot ou plusieurs sous forme d'hommage à cet homme pluridimensionnel, cet homme pluriel qui, étant un berger religieux, savait également dire des mots dans les secteurs politiques, sociaux et qui c'est peut-être économique. Christian Toumi s'en est donc allé. On en reparle dans cette édition de Face à l'actu. On reviendra également sur deux ou trois autres sujets majeurs de l'actualité cette semaine. D'abord, cette rencontre entre certains leaders politiques, c'était à Yaoundé mercredi, pour, disent-ils, faire des propositions dans le cadre de l'amélioration du code électoral. On en dit un mot, mais aussi la Covid-19 dont on va faire le point et le passage du ministre de la Défense au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale notamment. Joseph Betty Assomo est allé rappeler aux élus, aux représentants du peuple, élus de la nation, ce qu'est notre armée, ses devoirs, ses missions et surtout les combats qu'elle mène, mais aussi cette forme de médisance qu'elle subit. Invité ce soir, André Luther Meka. Il est communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il nous fait l'honneur d'être là ce dimanche. Bonsoir André Luther. Bonsoir et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Face à l'actu. Je suis très émerveillé de passer à ce programme qui me semble très suivi. Merci encore André Luther, mais avant peut-être de rentrer dans l'échange, je suggère qu'on prenne d'entrée ce premier reportage. Il s'agit en fait d'une forme de portrait, les grands traits, les grandes lignes que notre rédaction a retenu de l'homme, du religieux, de l'homme dans sa dimension plurielle, je l'ai dit, de son éminence, Christian Cardinal Toumi, qui vient de nous quitter. Suivez plutôt. His Eminence Christian Cardinal Toumi is no more. The Catholic clergyman succumbed to death in the early hours of April 3, 2021. Cardinal Christian Toumi, Archbishop Emeritus of Douala, was born on 15 October 1930 in Kikaikelaki, Bui division of the Northwest region of Cameroon. The deceased did his secondary education at the Diocesan seminaries and the seminaries of Ibadan, Bodija and Enugu in Nigeria. From 1969 to 1973, Christian Cardinal Toumi obtained in Nigeria a teacher's training grade, a University General Certificate of Education at ordinary level in London, a licentiate in theology at the Cali Faculty of Lyon, a doctorate in philosophy at the Cali University of Switzerland. He was ordained a priest on 17 April 1966 in Sopor, Diocese of Boya, and served the church in different capacities. Created and proclaimed Cardinal by St. John Paul II in the consortry of 28 June 1988. He was Bishop of Yauga in the Far North region, Archbishop of Garua in the North region, and subsequently Archbishop of Douala, where he retired from church administration at the age of 75 in line with Catholic doctrine. The man of God was depicted as a visionary who was one of the frontliners in seeking solutions to the ongoing crisis in Cameroon. He advocated for a just society, a defender of the rights of the oppressed, suppressed and marginalized. Before his demise, he played an active role in the major national dialogue organized in 2019 to solve the ongoing socio-political upheaval in the two English-speaking regions of Cameroon. He led a delegation of religious leaders with over 400-page proposal of solutions to the crisis in the Northwest and Southwest regions. His frank role in seeking just solutions to the crisis plaguing the two English-speaking regions resulted in him being abducted,
by separatist fighters in the Northwest region and later on freed. He was kidnapped on Thursday, November 5, 2020, alongside the paramount ruler of Nsor. So many books are to his credit, with the most recent which he gave an in-depth analysis and solutions to the Anglophone crisis. A great man who has been described as a true prophet of all time, also acted as a chairman of the commission to reflect on assistance to returning refugees and displaced persons during the major national dialogue. Christian Cardinal Twumey leaves behind both Catholic and non-Catholic Christians home and abroad to mourn him. He might be gone, but the role he played will forever be remembered. Il y a un peu plus de 3 semaines, Christian Cardinal Twumey s'en est remis à la tradition, vous le savez très certainement. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'initiation du côté de Bamenda. Le cardinal était à l'occasion le 7 mars sorti d'une case sacrée pour évidemment retrouver les ancêtres traditionnels. Suivez cet autre trait de son éminence, Christian Cardinal Twumey. His Eminent Christian Cardinal Twumey now has a new title to his name. The Emeritus has been initiated into the Bantu tradition and holds the title of Shufai Kingdom. What has happened here today is Shufai's Cardinal has been promoted to the rank of Shufai, and that Shufai is a very big post in the tradition. That he was already traveling with the Highnesses, and he is also at that grade of Highnesses. And he has come here to do his tradition. You people have seen him with the traditional attires, wear on the neck the same way I wear with my hands, and all the fathers the same dressing we have. Is culture. We are people that believe God is the mankind that created God. But here is the thick tree that the Highness also planted for us to rest under when there is sunshine. Stand in one word, grow ourselves and support the Highness. These initiation rites, practiced in the Bantu community, is aimed at ushering men into manhood, with boys between 15 and 18 years being the main target. This is a very significant occasion for us to be here. We're invited because Shufai Kingdom, who happens to be the Cardinal Emeritus, was to do this celebration. And it is very significant in the South tradition, being if you're a grown-up man. Even though he's doing it late, he is not never late. It is better to do it than never. So it is having a very significant role in the Bantu tradition. You can see, we are almost all men here. When you grow up as a young man, it is one of the Bantu institutions which men belong to. Once you are at the age of about 15, 18, 16, you are already there. With this practice conducted, in case of death, the Cardinal will be buried the traditional way. You have seen what is going on. Everybody has seen. You have seen women's groups, the Bongkicheri, Bongnapti, and all that with the top president. It's the tradition, and so tradition, that when a man has grown up, he should do this tradition. So that Cardinal will not be buried like others. He will be buried as a top man, with the top attire we have given him in the Mpu house today. Today is Kabi in the Mpu tradition. Being a man who upholds tradition, his emeritus find this practice not contrary to Christianity. Non, pas du tout. Je ne vois rien qui contredise l'enseignement de l'Église. I don't see anything that contradicts God's teachings. That's why I am here. I am here to encourage them, encourage everything that has cultural values. The initiation celebration took place on Sunday, March 7, 2021 at Lamfu, Bonaberi. Évidemment, une disparition qui émeut le
un certain nombre de Camerounais au-delà des chrétiens catholiques. L'opinion publique, à travers certains leaders, ont exprimé toutes leurs émotions à la suite de la disparition de son éminence, le cardinal Christian Toumi. André Luther Mekara, peut-être un mot? Oui, je pense que nous avons perdu une très grande personnalité religieuse, parce qu'en tant que prêtre, en tant qu'évêque, il a encadré beaucoup de prêtres, il a encadré beaucoup de Camerounais, et même beaucoup de religieux dans le monde. Donc en tant que berger, c'est déjà une perte sèche, parce que c'est un prêtre qui a eu de l'expérience, qui a contribué à la formation des prêtres, à la formation de l'Église catholique. Je voudrais également dire que, si mes souvenirs sont bons, ce fut l'un des premiers cardinaux d'Afrique centrale. Et je crois qu'à cette époque, toute l'Afrique centrale s'en était émue d'avoir un cardinal qui était presque une sorte de cadeau du Vatican par rapport à l'Afrique centrale. Donc là aussi, cela a été une fierté. Et je crois qu'en tant qu'homme politique, il a participé à l'émancipation de la démocratie au Cameroun. Notamment, il a participé à la tripartite. Et je crois qu'ils étaient 3 évêques, Monseigneur Wonwimboe, il y avait le cardinal Toumi et Monseigneur Jean Zoa. Et je crois que dernièrement, il a aussi participé au grand dialogue, avec une teinte de beaucoup de conciliation. Et il a participé également à la médiatisation du grand dialogue. Et je ne peux qu'être ému qu'à la fin de sa vie, il fait un retour aux sources. Ce qui est pertinent dans le cadre, n'est-ce pas, de la direction qu'il donne aussi, non seulement aux Africains, mais à l'Église. C'est-à-dire cette Église-là, qui notamment avait déjà accepté la culturation religieuse, c'est-à-dire intégrer les valeurs culturelles, intégrer, n'est-ce pas, la racine culturelle des Africains, du milieu où l'Église se trouve. Je crois qu'il a suivi là les pas de Jean-Marc Ella, qui pensait qu'il était important, n'est-ce pas, de pouvoir matérialiser la culture africaine, la culture camerounaise dans les symboles de l'Église. Par exemple, on proposait que s'il faille donner la communion, on peut utiliser le manioc ou le vin de palme comme vin de messe pour que les Africains ne soient pas culturés. Il n'en demeure pas moins, notamment que sur l'aspect politique, on a pu voir que le gouvernement, le parti au pouvoir, le RDPC, n'était pas toujours en odeur de sainteté avec Christian Cardinal Toumi. D'ailleurs, à ces dernières heures, le cardinal, je veux dire, sous fond de plainte, ou interpellait le président de la République. Il le disait assez souvent, il aurait souhaité rencontrer le chef de l'État pour discuter d'un certain nombre de sujets, dont celui qui le tient, ou alors qui le tenait certainement le plus à cœur, le retour à la paix, à la crise anglophone, mais ça a été porte complètement fermée. Je ne peux pas témoigner du fait que les portes sont fermées, parce que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer le cardinal Toumi lorsque nous avions créé une association, une plateforme des jeunes de tous les partis politiques pour le positionnement dans les partis politiques dans la haute administration. Lorsque je l'avais rencontré, il nous avait, parce que je n'étais pas seul, il nous avait pleinement confié qu'il avait souvent le privilège de causer avec le chef de l'État par téléphone. Donc je me dis qu'en tant qu'un haut prélat, un cardinal, il avait certainement un certain nombre de moyens pour rencontrer le chef de l'État. Oui, nous l'avons, nous qui étions des jeunes catholiques, nous l'avons souvent considéré comme un prélat parfois anarchiste, pour la simple raison que nous estimons, ou alors j'estimais, qu'il était important que lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des problèmes dans une nation, qu'ils puissent se rassembler et tempérer. Et il avait un langage offensif, un langage tout à fait, j'allais dire, assez agressif vis-à-vis, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Et il y a eu un certain nombre d'impressions qui faisaient croire qu'il était non seulement la plaque tournante où tous les opposants se référaient, mais aussi celui-là qui était le guide moral de l'opposition, notamment dans les années 90 où il avait joué un très grand rôle et un certain nombre de déclarations qu'il faisait. Et je me rappelle très récemment qu'il avait demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Je me rappelle à une interview à RFI où il avait effectivement affirmé la caution que l'armée avait chargée sur les jeunes qui, n'est-ce pas, sautaient à travers le pont. Donc, ce genre de déclarations étaient susceptibles, n'est-ce pas, de pouvoir apporter une certaine ambiguïté
dans son cadre de berger qui devait être un rassembleur, qui devait être celui-là qui guide le peuple et qui calme les crises. Donc, automatiquement, il y avait parfois un certain nombre d'écarts pour ceux qui s'inscrivent dans la cohésion sociale, qui s'inscrivent dans l'ordre et la permanence, la stabilité de la société, de pouvoir constater qu'il était juste un prélat un peu anarchiste. Mais en tant que le défenseur de la veuve et de l'orphelin, Christian Thomy jouait bien son rôle. Je vais aller au-delà de l'individu, de la personne. C'était davantage pour interpeller, du haut de son aura, ressortir le cri de ceux qui sont peut-être victimes de la malgouvernance du régime actuel. Et plus récemment encore dans la crise, vous n'avez pas hésité à le confondre comme étant de ceux qui soit encouragent, soit qui financent ou contribuent à la prise des armes dans la région anglophone. Est-ce que ce discours ambigu du parti au pouvoir ne déteint justement pas sur ces messages d'hommage qu'on entend ces dernières minutes? Monsieur Dupitan parlait plus loin. L'Église catholique a été le tiers-État, c'est-à-dire que l'Église catholique bénéficiait d'un certain nombre d'impôts, comme l'État, et avait un certain nombre d'avantages comme l'État. Je crois qu'il y a eu une séparation dans les années 1940 à travers la laïcité. On peut aller plus loin en Afrique. L'Église catholique, quand l'Église catholique arrive en Afrique par les démarches de Bismarck, l'Église catholique est accueillie par l'État. Et c'est l'État, effectivement, qui lui donne un certain nombre d'avantages, notamment sur les terrains, la construction de leur chapelle. Je voudrais rappeler ici que le père Heinrich Vieter était membre du Conseil colonial. Donc, l'Église catholique a une collusion, notamment avec l'État. Je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre d'avantages qui sont octroyés notamment aux religieux et aux prélats lorsqu'ils sont ordonnés. Donc, il y a effectivement une sorte, n'est-ce pas, de collision, une sorte j'allais dire, de collaboration entre l'État et l'Église, notamment l'Église catholique. Mais ce qui m'a frappé chez le cardinal, c'est qu'il avait tout à fait une sorte de double personnalité. Quand je l'ai rencontré, c'était un bon berger, un bon père, qui avait des conseils et qui était un bon instructeur sur la forme, n'est-ce pas, de l'encadrement, n'est-ce pas, de l'individu, de son épanouissement et de son développement personnel. Mais il avait aussi un autre volet, qui était un volet politique. Et à ce niveau-là, comme l'Église catholique, il faut le dire sans embâche, est politique, parce que le pape est à la fois chef d'État et leader spirituel. Et le nonce apostolique tient lieu, n'est-ce pas, d'ambassadeur. Donc, ce sont des hommes politiques. Mais sur son visage d'homme politique, il n'était pas le monstre, le diable que vous voulez dessiner, là? Non, je ne pense pas qu'il était le diable. Mais ce que moi je pense, c'est que le prêtre, l'envoyé de Jésus-Christ, doit être comme le Christ, c'est-à-dire celui-là qui rassemble, celui-là qui instruit, et celui-là, n'est-ce pas, qui, lorsque un berger sur 1000 s'est échappé, n'est-ce pas, de la bergerie, suit, n'est-ce pas, celui qui s'est échappé et le ramène dans la bergerie, dans la paix et le pardon. Donc, il me semble aujourd'hui que cette église où il y a des prélats qui prennent de position de façon tranchée, qui remuent dans la plaie, qui tirent au vif, cela me semble être non pas seulement des prêtres, mais des hommes politiques qui prennent notamment les devants de la cause politique. Et vous le savez très bien que les prêtres sont des chefs d'État. Les prêtres, il y a eu l'abbé Youlou qui a été chef d'État au Congo. Donc, les prêtres sont également considérés comme des hommes politiques. Et dans cette problématique, il est important d'interroger non seulement le pasteur, le berger, mais l'homme de Dieu qui doit ramener la paix. Je crois que c'est cette ambiguïté-là qui a fait chorus auprès, n'est-ce pas, de l'archevêque et son éminence cardinal Thomy. Et de ce point de vue, vous direz que ces messages, je le rappelais tout à l'heure, d'hommage qui viennent par exemple de vos camarades, c'est un peu comme le bal d'hypocrite? Non. Si vous considériez le cardinal comme étant davantage un adversaire politique? Non, on ne le considérait pas comme un adversaire politique dans la mesure où il n'avait jamais déclaré qu'il veut être candidat à une quelconque élection. On le considérait comme, j'allais dire, un prélat qui était anarchiste, un prélat qui ramait à contre-courant,
et qui n'entraient pas dans le processus de la stabilité, dans le processus, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre. Parce que c'est important de rappeler que l'Église doit participer à la socialisation, l'Église doit participer à la paix, l'Église doit participer à la construction morale des êtres humains et des individus. Ce sont les managers de l'âme. Donc, si nous constatons qu'il y a un prélat où l'Église, n'est-ce pas, quitte de ses missions pour entrer dans le champ politique, et évidemment, on doit le traiter comme tel, c'est-à-dire tel un homme politique, un adversaire politique. André Le Tomeka, je vous suggère à présent d'évoquer un sujet tout à fait politique cette fois-là. Je le disais, l'opposition camerounaise s'est réunie cette semaine, ou du moins un certain nombre de leaders se sont réunis cette semaine à Yaoundé, notamment au siège de l'UDC. Fait majeur, il s'agit de revoir le code électoral camerounais, une forme de secrétariat technique a été mis sur pied pour travailler sur ces questions-là. Mais petit détail, le sous-préfet du coin, le sous-préfet de Yaoundé premier, s'est invité à cette séance de travail. Cela dit, suivez plutôt ce reportage. Au Cameroun, les détenus sont particulièrement vulnérables en raison de la surpopulation. Maurice Kamto du MRC, Yosso aussi du SDF, Cabral Libi du PCRN, Thomas Inondam Dioya de l'UDC, Kwemo Pierre de l'UMS, Hilaire Zipan du MP, Prince Ekosso de l'USDP s'engagent à travailler ensemble pour un nouveau système électoral au Cameroun. À la suite des discussions qui se sont déroulées ce mercredi 31 mars à Yaoundé, au siège de l'UDC, le communiqué signé des leaders de l'opposition camerounaise est rendu public. Ce 1er avril annonce la mise en place d'un secrétariat technique qui devra travailler sur cette question. Ceux-ci ont ainsi posé les bases des discussions pour contraindre le gouvernement camerounais à réformer les institutions. Le rendez-vous prévu à l'occasion pour expliquer dans les détails tout ceci à la presse nationale et internationale a été interrompu par les autorités administratives car le sous-préfet de Yaoundé 1er a fait éruption dans la salle pour interdire la conférence de presse. Sauf que le document final était déjà prêt et avait déjà été distribué à la presse. Tous les leaders se sont retirés à l'exception de Thomas Inondam Dioya qui est resté. Question de tenter de convaincre ceux-ci de revenir. Objectif atteint car la plupart reviennent sur leur pas en dehors de Yocho aussi qui s'est excusé car il avait un rendez-vous diplomatique. Dans le jeu de questions-réponses avec la presse, voici ce que laisse entendre Cabral Libi du PCRN. Ce groupe de travail s'est réuni, a produit un résultat, nous venons de le livrer. Ce groupe de travail a ouvert ou s'est ouvert aux contributions jusqu'à un délai bien précis. Ce groupe de travail va continuer à travailler. Ce groupe de travail va produire un résultat et chaque fois qu'il y aura un résultat, ce groupe de travail vous le donnera. Rappelons que déjà pour certains observateurs politiques, le mérite de ces rencontres de Yaoundé réside dans le fait du rapprochement entre leaders politiques dont le discours, la vision et la stratégie s'opposaient systématiquement il n'y a pas longtemps. Reste plus qu'à attendre et voir jusqu'où ces acteurs politiques pourront aller en espérant que le dit projet ne se limite juste pas à un effet de pop-corn. La plupart des acteurs, sinon presque tous, estiment que ce code électoral a bien des choses à être remises sur la table. On peut se féliciter d'une telle initiative, d'autant plus que Mireille Siabzé, qui signe ce reportage, le dit aisément, a réuni autour d'une table un certain nombre de leaders qui, jusqu'à tout récemment, n'étaient pas forcément d'accord sur certains points, aussi bien idéologiques que techniques sur le plan politique. D'abord, il est à constater que le Cameroun est un pays démocratique. Notamment, les partis politiques exercent librement. Même si on revient en commentaire tout à l'heure, même si le sous-préfet a fait éruption, allez-y. J'en viens, les partis politiques exercent librement, participent à la conquête du suffrage universel. Et il est important de souligner qu'on ne peut pas gérer une nation sans le respect des règles. Notamment, ils savent très bien, parce qu'il y a des éminents juristes dans cette plateforme, que toutes les manifestations publiques doivent être déclarées. Et quand on parle de manifestations publiques, il ne faut pas seulement voir les marches, les meetings. Les réunions politiques sont des manifestations publiques. Et
lorsqu'il y a... Même si la loi distingue bien réunion et manifestation publique. Hein. Non, c'est important de le constater. Oui, mais je veux dire que c'est manifestation à part, réunion à part. Oui, mais une réunion politique entre dans une manifestation politique. Mais je veux dire, la loi a néanmoins bien spécifié. Oui, mais ce que je voudrais à légiférer clairement. Oui, ce que je voudrais préciser, c'est que lorsqu'il y a une manifestation politique comme celle-là, c'est-à-dire une séance de réflexion qui est ouverte au public, parce que c'était ouvert aux journalistes, il est important de déclarer cette manifestation politique à l'autorité compétente. C'est-à-dire qu'il est important, lorsque une réunion est liée au pouvoir ou à la participation du pouvoir qui impacte la vie des Camerounais, que l'autorité compétente soit informée. Alors, si vous êtes administrateur, vous êtes dirigeant, une manifestation politique d'une si grande importance se passe dans votre territoire, vous êtes informé, cela participe nettement de la défiance. Et c'est important que les hommes politiques le sachent, qu'on ne peut pas exercer en politique sans le respect de l'autorité compétente, sans le respect de l'administration, qui notamment régule ces manifestations politiques-là. Parce que lorsqu'il y a des ordres, troubles à l'ordre public, lorsqu'il y a un incident, on ne le souhaite pas même mort d'homme, c'est l'autorité compétente qui doit répondre, n'est-ce pas, de se laisser aller ou de se laisser faire. Donc, ça, c'est la première remarque. Je voudrais bien revenir sur la question centrale dans une seconde. Le temps de rebondir en disant, mais je veux dire que ces leaders, on peut les comprendre dans ce sens que, en même temps, les sous-préfets ne nous ont pas systématiquement habitués à laisser libre cours aux réunions, aux manifestations publiques, lorsque déclaration en est faite, surtout effectivement quand il s'agit d'un certain nombre de leaders de partis politiques. Ce que je voudrais vous dire, M. Dipita, il est mieux d'abord de suivre la loi et de prendre prétexte du refus pour prendre à témoin les Camerounais. Mais ne pas faire... On en sera au énième refus. Hein, non, c'est là on en sera au énième suivi de la loi. Il y a une porte de sortie. Lorsque vous estimez qu'une décision bafoue la loi, vous attaquez à la chambre administrative. Vous n'allez pas croire que ces leaders politiques ne l'aient jamais fait de leur vie. Non. C'est peut-être l'essoufflement de cette bataille. Je n'ai jamais vu une jurisprudence. Si, moi je me souviens encore ici à Douala, j'avais d'ailleurs reçu à l'époque Jean-Michel Nithieu, c'était à la veille de la présidentielle, qui voulait faire une manifestation. Il a saisi le tribunal administratif jusque-là. Bref, la procédure n'était pas allée plus loin que cela. Cela dit, revenons donc à la question. Je voudrais être rassuré que jusqu'à présent, la procédure est pendante. Non, je crois que ce n'est pas ça le débat. Le véritable débat aujourd'hui, c'est que les hommes politiques doivent respecter l'autorité administrative et doivent informer l'autorité du fait qu'il y a une réunion politique. Ce ne serait pas gentil de croire qu'ils ne le font pas. Non, mais il faudrait donc qu'ils prouvent aux Camerounais qu'ils le font. Parce que quand vous voyez le sous-préfet faire irruption dans cette réunion, ça veut dire qu'il n'a pas été informé. D'accord, ils doivent déclarer la réunion, ils doivent déclarer l'objet de la réunion. Et ceux qui sont... Bon, disons que moi je prends cette réunion avec beaucoup de suspicion. Comment ça? Premièrement parce que la plupart des leaders politiques qui ont participé à cette réunion ont des élus. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler dans le cadre, n'est-ce pas, de leurs élus pour apporter des propositions. Sachant que leurs élus sont minoritaires dans toutes les assemblées auxquelles ils participent. Ça veut dire que vous êtes en train de m'amener vers l'hypothèse de la rue, c'est-à-dire de la revendication insurrectionnelle. Pourquoi systématiquement? Puisque dans l'analyse que je vous fais, je vous dis la plupart des partis politiques qui ont participé... Et puis rien ne dit que ce n'est pas ça le schéma. Je veux dire que là, il ne s'agissait que d'une réunion technique. Maintenant, sait-on jamais, peut-être que ceux qui ont les élus au niveau de l'Assemblée nationale notamment ou du Sénat prendraient bien le relais une fois que les propositions techniques seraient finalisées et les porteraient dans les chambres concernées. Bon, vous avez l'analyse de journaliste. Je vous fais une analyse politique. La première hypothèse, qui est l'hypothèse la plus simple, c'est que ceux qui ont des élus pouvaient travailler dans un cadre de réflexion de leur parti pour apporter ces propositions de loi, notamment auprès de l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont regroupés dans une plateforme pour pouvoir réfléchir ensemble par rapport, n'est-ce pas, à ces propositions-là. Ce qui démontre qu'il y a un objet caché par rapport à cette réunion-là. Parce que si ce n'est que faire des réflexions sur les propositions de loi, ces réflexions peuvent se faire dans les cas des partis qui ont des élus. Optimisme, je ne pense pas.
Je ne pense pas, parce qu'il faut être réaliste en politique. Les textes sont écrits par les vainqueurs. Et le RDPC qui est majoritaire devrait notamment avoir, j'allais dire, donner une direction par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui est proposé. Parce qu'il ne faut pas croire que les opposants vont se réunir, ils vont faire un certain nombre de propositions de loi qui vont passer comme une lettre à la poste. Ça, c'est le faire sans mettre en jeu l'équation du RDPC qui est majoritaire. Donc, notamment, si ce n'est pas dans le cadre d'un parlementarisme de couloir ou d'une conciliation avec le parti au pouvoir où je milite, cela veut dire que le plan qui est en sourdine est un plan d'insurrection populaire, c'est-à-dire vouloir faire un passage en force, et lorsque ce passage en force est notamment questionné ou bloqué par la majorité, qui peut donner d'autres orientations parce qu'ils ont le mandat du peuple, ils sont majoritaires, ça veut dire qu'ils vont recourir à la rue, parce que je ne trouve pas pertinent d'aller se réunir avec des partis politiques qui n'ont pas d'élus, avec notamment des partis politiques qui n'ont pas d'impact, et qu'ils laissent la voie, n'est-ce pas, du lobbying parlementaire pour pouvoir convaincre les parlementaires. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous faites certainement procès d'intention, sachant qu'ils ne sont qu'au début d'un processus. D'ailleurs, tout le monde a longuement ou largement interpellé ces leaders quant à pouvoir se mettre ensemble et réfléchir sur des réformes ou de propositions de réformes pertinentes pour qu'ils puissent peut-être faire bénéficier aux institutions de la République. Et ce n'est peut-être que le début de cette initiative-là. Vous avez mis, et d'ailleurs, c'est peut-être dans ce cadre-là que se situe aussi la réponse du secrétaire national à la communication du RDPC, que certains estiment ou alors dénotent la violence en termes de propos ou alors de symboles utilisés pour exprimer. Vous avez peur de ce genre de regroupement, de cette forme de coalition de partis politiques, vous, RDPC? Non. Je vais vous poser des questions essentielles. C'est moi qui les pose ici ce soir. Ok, bon, ce sont des questions oratoires. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que certains partis politiques n'ont pas la capacité de pouvoir avoir le courage de leurs idées et la méthode pour pouvoir se faire comprendre. C'est une question essentielle. Et l'autre question que je pose, c'est que cache cette réunion, j'allais dire ce retour à la conciliation? C'est tout simplement pour la préparation des élections de 2025. Ce qui est logique, ce qui est normal. Chaque parti prenante affine ses stratégies. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas qu'il y ait un jeu de dupes sur l'objet de la réunion. Et c'est pour ça que je dis que moi je pose le débat en homme politique. Parce que la plupart des partis ont des capacités de pouvoir réfléchir sur la réforme du système électoral et le proposer. Mais ce qui est une impactation, notamment de la réunion, c'est le fait de réfléchir sur 2025. Et l'option, notamment, qui peut être évoquée, c'est l'option insurrectionnelle. Parce que si c'est l'option où il faudrait véritablement, d'abord, faire des propositions de loi, la majorité, notamment du Parlement qui est du RDPC, a son mot à dire. Et là encore, le secrétaire à la communication l'a dit, il faudrait encore que le Parlement puisse d'abord adopter la loi, recevoir la loi et l'adopter. Et dans le cas où elle n'est pas reçue, elle n'est pas adoptée, c'est-à-dire qu'il y aura une autre voie, un plan B, et ce plan B, nous le connaissons. C'est pour ça que nous avons des suspicions. Vous êtes dans un schéma de frayeur. Hein. Non, ce n'est pas un schéma de frayeur, c'est la praxis politique. Vous anticipez sur un éventuel plan. C'est la praxis politique. Vous anticipez sur un éventuel plan B. C'est la praxis politique, c'est la praxis politique. Parce que la plupart des partis qui se sont réunis n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire un passage en force où ils vont utiliser d'autres méthodes pour pouvoir faire adopter ces lois. Et ces méthodes ne peuvent pas être les mécanismes qui sont, n'est-ce pas, requis dans l'adoption des lois à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que c'est une autre option qu'ils sont en train de préparer. Dans le fond, quel avenir prêtez-vous à une telle initiative? D'abord, lorsque vous faites l'historique des coalitions, des plateformes, ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti d'abord. Il y a d'abord la question du choix du leader qui se pose. Parce qu'au-delà de cette concertation, il faudrait bien quelqu'un qui est représentatif et qui doit les représenter
dans les échéances à venir, notamment dans toutes les conciliations et la diplomatie parlementaire qui vont engager pour pouvoir faire adopter la loi. D'abord, le problème est à ce niveau. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a un certain nombre de critères au sein de leur plateforme qui vont certainement se poser. Et l'autre problème dans l'avenir de cette plateforme, c'est notamment la caution que le peuple donne à ce genre, n'est-ce pas, quand je dis le peuple, notamment les militants de chaque parti. Parce que j'ai eu dire qu'il y a des partis qui n'ont pas eu le mandat de leur structure avant, n'est-ce pas, de venir à cette conciliation. Et c'est un peu dommage pour Lequel Par exemple, quel est ce parti qui s'est engagé sans avoir le mandat? Ben, moi, j'ai entendu parler du SDF et certainement que le MRC... Est-ce que Joshua aussi n'a pas reçu le mandat du SDF? J'ai toute l'impression que la plupart des partis politiques qui sont allés à cette conciliation, à cette réflexion, n'ont pas eu la caution et le mandat de la base des militants. Et c'est ça le drame dans l'opposition. C'est ça le drame, parce que j'ai suivi des débats dans des réseaux sociaux, j'ai suivi des débats des militants qui disaient que même s'ils n'ont pas demandé l'aval ou l'accord des militants, ils sont tout à fait fiers qu'ils puissent se retrouver, mais qu'il est important qu'ils sachent que chaque fois qu'ils partent parler à leur nom, qu'ils demandent l'accord. Et ça aussi, lorsque un leader va se retrouver marginalisé ou ne sera pas leader de la coalition, parce que dans cette coalition, ou je ne sais pas, dans cette plateforme, c'est normalement Cabral Libby qui est le chef, parce que c'est lui... ça? Non, c'est lui qui a le plus d'élus. Ah, d'accord. C'est lui qui a le plus d'élus, c'est lui qui normalement devrait être le leader en termes, n'est-ce pas, de poids politique. Mais le dire, c'est, on pourrait également vous soupçonner de choisir un schéma dans lequel on vous je ne choisis pas. RDPC. Non, je ne choisis pas. Je vous dis. On vous a étiqueté avec le PCRN. Je vous prends l'exemple. Votre leader au sein de cette coalition. Je vous prends un exemple simple. Si c'est M. Kouemo qui est leader, automatiquement, il y aura des polémiques par rapport à la représentativité nationale, par rapport au nombre d'élus. Donc, il y a un certain nombre de problèmes objectifs qui vont se poser par rapport au leadership dans cette plateforme. Mais, dans le fond, je crois que tous les débats doivent se faire à l'Assemblée nationale. Et il ne faudrait pas qu'ils ravissent la vedette à ceux qui ont lancé cette réflexion. Je crois que c'est le directeur général de l'ECA, M. Essoussé, qui a demandé au chef d'agence de pouvoir faire les propositions par rapport à la réforme. Même s'il était stoppé dans ce débat assez vite. Du système électoral. Donc, mais il a quand même engagé le débat dans le cadre interne, n'est-ce pas, de l'ECAM. Et c'est à partir de là que, effectivement, les politiques ont pu avoir la puce à l'oreille, de pouvoir apporter des réflexions par rapport au système. Même si les politiques le font depuis fort longtemps, depuis le début des élections au Cameroun avec le multipartisme en 90, je vous suggère qu'on tourne la page et qu'on aborde une autre question d'intérêt majeur, tout au moins ce qui concerne l'actualité. Il s'agit de la Covid, de la pandémie qui sévit à travers le monde. Mais sous un angle assez singulier, nous nous sommes intéressés cette semaine à la faveur de la sortie de l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Van Mouké. Nous sommes intéressés, disais-je, aux prisonniers camerounais dans les différentes prisons à travers le pays. On le sait déjà, l'année dernière, le président de la République avait demandé un élargissement sur la recommandation des Nations Unies d'un certain nombre de prisonniers pour favoriser l'interruption de la pandémie ou alors pour empêcher la propagation de la pandémie. Cette année, on revoit exactement ce qu'il en est. Mireille Siabzi. Au Cameroun, les détenus sont particulièrement vulnérables en raison de la surpopulation, de la malnutrition et des soins de santé limités, selon des observateurs. En 2020, par exemple, sont signalées des épidémies de coronavirus dans les maisons de détention. Même si le gouvernement ne reconnaît pas publiquement les infections dans ces prisons, en dit long le décret du 15 avril du président Paul Biya signé pour désengorger les lieux de détention afin de contenir le virus. Environ 1800 détenus camerounais ont été libérés le 8 mai 2020, selon les chiffres préliminaires du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Le gouvernement, quant à lui, n'a pas réellement fourni de chiffres. Toutefois, l'on sait que des centaines de cas de Covid-19 ont été enregistrés parmi les détenus libérés des 5 prisons de la région du centre du Cameroun en avril, selon des données confidentielles du gouvernement vues par Reuters. Certains ont été autorisés à rentrer chez eux avant l'arrivée des résultats de leurs tests, tandis que d'autres ont été relâchés avec peu ou pas de dépistage. La prison centrale de Yaoundé jusqu'ici reste la plus touchée, selon les données. Derrière ces murs moisis, le virus semble avoir balayé des cellules sordides et surpeuplées, submergeant son infirmerie mal équipée. La récente lettre de l'ancien directeur général de la Cameroun Radio Television, CRTV, Amadou Valmouké, écroué depuis 5 ans pour détournement de fonds publics, inquiète. Dans la missive ouverte et adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, signée mardi depuis la prison d'Onkondengue dans la capitale Yaoundé, l'homme de 71 ans exprime ses craintes d'une contamination au coronavirus. Il rapporte que 3 de ses co-détenus l'ont déjà contracté dans cette prison d'Onkondengue surpeuplée avec 3500 locataires dans un espace prévu pour 1000. Les prisonniers ne seraient donc pas concernés par les prescriptions gouvernementales et celles de l'OMS en ces temps de pandémie ravageuse, s'interroge le détenu de 71 ans qui clame son innocence dans une affaire de détournement et se retrouve sans raison valable dans un procès qui, ne pouvant aboutir, a établi un record mondial de 64 renvois consécutifs. Il dit aussi avoir déjà passé 1708 jours d'incarcération illégale à la prison d'Onkondengue. Dans les maisons de détention au Cameroun, il y a la peur partout. Tout le monde a le sentiment d'être la prochaine victime de la Covid-19 qui jusqu'ici a déjà fait environ 47 669 cas de sujets infectés au Cameroun. André Meka, peut-être un cas préoccupant à Amadou Valmouké. Oui, un cas préoccupant comme tous les cas préoccupants. Il faut savoir que lorsqu'on est incarcéré, il y a un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir. Il y a un certain nombre de maladies qu'on peut avoir. Lorsque, à l'époque, je faisais des enquêtes, j'étais jeune étudiant, je voyais souvent qu'il y avait des infirmeries au niveau des prisons. Donc, notamment, ces infirmeries doivent être densifiées. On doit nourrir ces infirmeries des infirmiers, des médecins pour pouvoir contrôler, pour pouvoir soigner les prévenus. Manifestement, c'est peut-être pas à la hauteur de la demande, ou à la hauteur du besoin en termes d'attente de ces prisonniers-là, en termes d'intervention, puisque beaucoup d'ailleurs sont souvent évacués soit dans les centres sanitaires locaux, soit très souvent à l'étranger. C'est dit quand même qu'il y a un certain nombre d'insuffisances qu'on doit pouvoir dénoncer, décrier, pour lesquelles votre gouvernement doit avoir un regard encore plus présent. Non, je consens qu'en ce qui concerne les prévenus, il est important de prendre un certain nombre de mesures, de suivre les prévenus. Vous savez qu'il y a une interrelation entre les prévenus et notamment ceux qui sont en liberté, parce que ceux qui sont en liberté les rendent visite et ils échangent. Donc cela peut être, n'est-ce pas, un couloir de transmission de maladies. Il n'y a pas que la Covid-19, il y a plusieurs maladies en prison où j'ai eu la chance de rencontrer les prisonniers dans certaines enquêtes où notamment ils se plaignaient d'un certain nombre, n'est-ce pas, de maladies. Bon, vous savez aussi que les Camerounais prennent avec beaucoup de réticence les revendications des prisonniers de luxe parce que taxés d'avoir détourné des fonds. Et pour certains Camerounais, la plupart, lorsque vous avez détourné les fonds, vous devez effectivement ressentir, n'est-ce pas, la guéhenne. Mais justement, dans le cas d'Amadou Valmouké, le minimum qu'il demande, c'est d'être situé. Je veux dire qu'il va de renvoi à renvoi. Il ne sait pas si finalement il est condamné, il ne sait pas si il est innocenté. Sa situation quand même préoccupe en termes de justice, pour ne pas dire d'injustice. Je ne voudrais pas me prononcer sur une affaire pendante parce que c'est une affaire... je fais beaucoup confiance à la justice camerounaise. Le plus souvent, lorsque vous approchez un certain nombre de procès, vous comprenez pourquoi il y a parfois les renvois. Parce qu'il est important de juger avec tout ce qu'il y a comme matériel, pièces à conviction, témoins et autres. Donc, il y a des procès qui durent parfois 10 à 15 ans. Mais je comprends effectivement ces inquiétudes. Et je comprends qu'en tant qu'intellectuel, qu'il essaye de mettre la pression sur
la justice pour que son affaire aille très vite. Mais en ce qui concerne la prise en compte des prévenus pour les maladies, je crois qu'il est important que le ministre de la Santé publique puisse densifier les infirmeries qu'il y a dans les prisons et travailler avec les ONG qui sont volontaires à pouvoir suivre, n'est-ce pas, les prévenus pour que en une journée ou en semaine, que les infirmiers se relaient, n'est-ce pas, dans les prisons pour pouvoir suivre les prisonniers. Je crois que c'est un cas assez important où les décideurs doivent prendre en compte notamment les prévenus, parce qu'ils sont aussi des êtres humains et n'ont pas été déchus même du droit à la santé. Il est important qu'on prenne soin d'eux. Cela dit, évoquons le dernier sujet de cette émission à travers cette réaction du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty-Assomo, était devant les députés cette semaine pour évoquer les différents aspects, récriminations aussi, surtout, auxquels font face nos forces de défense et de sécurité sur les différents théâtres d'action pour lesquels ils sont engagés. Suivez. Nous ne disons pas que l'armée est sans poche, ce n'est pas ce que nous disons. Lorsqu'il y a une moindre, n'est-ce pas, situation incommode qui est signalée, nous réprimons. Nous avons ici à Yaoundé, derrière le ministère de la Défense, une prison militaire, la prison militaire de Yaoundé. Cette armée qu'on dépeint en noir, en Occident, un peu partout, n'est pas notre armée, ce n'est pas notre armée. Nous nous disons qu'il y a là certainement une volonté de démoraliser les militaires, démoraliser la troupe. Et comme ça, on peut obtenir par d'autres voies ce qu'on n'a pas pu obtenir sur d'autres terrains. Les populations de l'extrême nord continuent de temps en temps à souffrir des atrocités de Boko Haram. L'armée même a perdu des hommes et de temps en temps d'ailleurs continue à en perdre. Parce que Boko Haram affaibli, harcelé, n'a pas encore dit son dernier mot. Ça, il faut le dire clairement. Et nous avons mis en place une force commune pour combattre ensemble tous ces États membres de la commission du bassin du lac Tchad pour combattre Boko Haram. Mais la guerre n'est pas terminée et se poursuit. Peut-être plus avec la même intensité qu'il y a 4 ou 5 ans. Pour cela que tous les dispositifs de l'armée camerounaise restent en place et continuent à veiller. Jusqu'ici, nous n'avons pas perdu un seul mètre carré de notre territoire dans la région de l'extrême nord. Les primes sont débloquées par les administrations en charge des questions financières tous les mois. Les primes sont servies aux unités et formations concernées. C'est une comptabilité suivie de très très près. Bon, mais les primes sont transmises par les hommes. Il peut arriver que le comportement d'un homme ou bien d'un responsable laisse à désirer par-ci par-là. Et lorsque cela est avéré, ma foi, je vous assure qu'ils savent ce qui leur arrive. Il y a des sanctions pécuniaires, des sanctions disciplinaires et autres qui peuvent, n'est-ce pas, s'abattre sur ceux des chefs militaires qui viendraient à se livrer à de telles pratiques. Défense devant les députés. André Luther-Meka, au-delà du mérite, de satisfaction éventuelle qu'on peut attribuer à l'armée camerounaise, on peut estimer qu'elle-même est victime de la gestion de cette crise. On parlait du cardinal Toumi tout à l'heure, du grand dialogue national. Un peu presque 2 ans après, d'ici octobre, on se rend quand même compte que jusque-là aussi, les résolutions ou les recommandations qui ont été faites à ce niveau ne sont pas toujours pour rapporter la paix ou la sécurité définitive. Il faut encore prendre du temps, c'est à s'interroger sur l'orientation politique, les décisions qui ont été prises pour apporter cette résolution, ou alors pour ramener la paix dans ces zones-là. Je voudrais être clair avec les Camerounais, nous avons une très bonne armée. Nous avons l'une des plus grandes armées en Afrique. Parce que le Cameroun a été étouffé, encerclé, agressé dans le Grand Nord avec Boko Haram, avec la crise anglophone. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ces agressions ont été neutralisées et avec tact, avec beaucoup de maestria.
Et comme disait le ministre Betty Assomo tout à l'heure, en ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest, nous n'avons pas perdu notre territoire. Parce que la mission d'un chef d'État, lorsque vous êtes élu, effectivement, c'est de sauvegarder l'intégrité nationale. Et s'il arrive que nous perdons un territoire, effectivement, lorsque nous allons aller au bilan de la mission d'un chef d'État, on aurait pu dire qu'il a échoué. Donc le chef d'État a sauvegardé l'intégrité nationale. Et au-delà de sauvegarder cette intégrité nationale, il a même encore récupéré un bout du Cameroun qui était parti Bakassi. Donc, en ce qui concerne les résultats, je crois que l'armée a donné des résultats très efficaces. Et c'est une armée professionnelle. Quand je dis professionnelle, c'est vrai qu'il y a des bavures, ce sont des êtres humains. Et il m'arrive parfois d'avoir des confidences, des atrocités que Boko Haram a commis sur l'armée camerounaise, des assassinats, des pièges qu'on tendait aux forces de l'ordre et dont on les assassinait. Donc, il y a parfois les frères d'armes épris de rancœur et de chagrin qui parfois outrepassent la mesure, mais je crois que les autorités administratives, militaires ont pu, n'est-ce pas, neutraliser cela et sanctionner ceux qui sont allés au-delà de ce qui a été recommandé. Donc, moi je pense que c'est un pays qui est resté debout. Debout par rapport à cette armée qui nous a protégés et qui a protégé le Cameroun d'un complot international. Ce complot qui, je l'ai toujours dit, était d'encercler, d'étouffer et d'asphyxier le Cameroun de telle enseigne que nous puissions tomber sur le plan économique et qui est récession. Imaginez-vous un pays qui est pilonné de toutes parts par des agressions, par des assauts militaires. Cela coûte énormément et cela impacte sur la vie économique. Donc moi je pense que ce coup d'État scientifique et militaire, notamment avec ces agressions des organes paramilitaires, a été magistralement neutralisé par les forces de défense à qui je donne un chapeau. Coup d'État scientifique, vous rejoignez la Messanga Nyamding? Coup d'État scientifique parce que il y a beaucoup qui font l'amalgame entre le pays et les batailles politiques. Il y en a qui pensent... Seul que dans son décryptif du coup d'État scientifique, Messanga Nyamding estime que c'est en interne, hein, qu'il y a des décideurs, des gouvernants, des proches du président qui, si pratiquement la branche sur laquelle ils sont assis en lui mettant les bâtons dans les roues de ces initiatives. Non, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin parce que si Boko Haram évoluait, le plan machiavélique était de diviser le Cameroun en deux, le Grand Sud et le Grand Nord, on le coupe en deux. Si le plan du Nord-Ouest évoluait, c'était effectivement de couper le Cameroun francophone du Cameroun anglophone. Donc, automatiquement, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État parce que lorsqu'on fait une scission pareille, ça devient des rapports de force. Et nous savons ce que cela peut amener avec la convocation dans certains médias. Je voyais de convocation des même comme on n'avait pas forcément évoqué le volet résolution politique. Pour terminer, je voudrais en un mot. Je voudrais engager là-dessus pour dire que les résolutions politiques qui sont sorties du grand dialogue sont en train d'être mises en œuvre. Notamment, il fallait d'abord les élections des régionales qui sont déjà en place. Et il faut aussi mettre en place la reconstruction du NOZO qui est nettement en place. Donc, progressivement, je crois que les choses vont aller. Pour terminer, une digression, parlons de Messanga Nyamding justement. Ne voyez-vous pas un coup en dessous de la ceinture à travers son affectation à l'annexe de l'université de Ngaoundéré située à Garoua? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et je crois que le secrétaire national de la communication du comité central, le professeur Jacques Famdongou l'a dit, Garoua c'est au Cameroun. Et je crois que j'ai vu une saine émulation, j'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient très très fiers d'accueillir le camarade Messanga Nyamding au niveau de Garoua. Je pense que lorsqu'on est responsable, il faut s'attendre aussi qu'on puisse vous décharger. Même si on n'est pas forcément habitué de voir un responsable de ce niveau et un enseignant de ce grade à se retrouver dans une annexe pour dispenser des cours tout au moins comme celle-là. Il faudrait encore faire une étude pour voir s'il n'y a pas de grands professeurs de rang magistral à ce niveau. Mais c'est important de dire que, et ça c'est ma position, nous n'avons pas besoin de venir dans les médias pour parler du RDPC, pour parler de faiblesse
les faiblesses du RDPC. Je crois qu'il y a des mécanismes en interne pour pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer, pour pouvoir faire ces doléances. Bon début de semaine à vous, André Luther-Meka. Je vous remercie pour cette invitation et je remercie tous les milliers de téléspectateurs qui ont pris la peine de nous suivre dans cette grande émission Face à l'actu. Merci à vous également à la maison. Bon dimanche, bonne fin de semaine, à nouveau bonne Pâques et bon début de semaine puisque demain c'est lundi. Bonsoir.